chers collègues, nous commémorions hier à l'appel du 18 juin, à l'occasion duquel le général de Gaulle a fondé la résistance. Chacun sait le rôle que la Bretagne et le Finistère ont joué dans cette épopée, depuis les pêcheurs de l'île de Sein, qui furent les premiers Français libres, jusqu'aux résistants qui se sont battus jusqu'en août 1944 pour l'honneur de la France et la libération de la Bretagne. Je ne ferai pas de parallèle avec la situation politique actuelle. Je me contenterai de dire que la France ne devrait pas oublier le danger que constitue la pensée extrême, les ravages que provoque la guerre et la stabilité qu'elle doit à la construction européenne. Notre traditionnelle séance de juin s'ouvre néanmoins dans un contexte particulier. Nous devions réviser notre budget pour tenir compte de la crise financière très grave que traversent les départements. Nous devions examiner le bilan de la majorité départementale au terme de 3 ans de mandat. Le message que nous voulions diffuser, c'est que nos difficultés budgétaires ne ralentiraient pas le rythme de l'action départementale. Nous voulions dire que 2024 serait une année record d'investissement. Nous voulions dire que nos plans d'action pour le handicap, les personnes âgées, l'enfance et le RSA, que la mobilisation engagée pour défendre les pêcheurs, la modernisation des routes, le plan vélo, la plantation de milliers d'arbres et la réduction de notre empreinte carbone, le soutien aux collectivités locales comme aux associations culturelles et sportives ne faiblirait pas, ne ralentirait pas en raison de nos difficultés budgétaires. Mais voilà que le contexte a brusquement changé et beaucoup d'entre nous ont le sentiment depuis 10 jours que notre pays est au bord du gouffre, au bord de la guerre civile. Mes chers collègues, la Bretagne peut et doit résister à cette vague populiste. Je ne reviendrai pas sur les origines de cette vague qui nous submerge et qui vient de loin. Je dirai simplement que la Bretagne doit y résister. Avec Jean-Yves Le Drian, dont je salue la parole droite et courageuse, je veux dire solennellement et publiquement que l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite RN ou d'une coalition qui serait sous influence de la France insoumise constituerait une catastrophe pour la France. J'associe bien les deux, car ces deux forces extrémistes sont les deux faces d'une même pièce, celle du sectarisme, de la démagogie et de la violence. Leurs programmes sont si proches qu'on peut et qu'on doit les combattre avec la même vigueur. On doit pouvoir ces convictions sans s'allier avec le diable. On doit dénoncer leur programme économique qui conduirait notre pays à la ruine. On doit dénoncer leur programme européen qui aboutirait à la sortie de l'Union européenne. On doit dénoncer leur programme sur le plan de la sécurité, celui du RN, qui veut démanteler l'état de droit, comme celui des Insoumis qui veut désarmer la police. On doit dénoncer le retour de l'antisémitisme, celui de l'extrême droite, dont on connaît les racines anciennes et dangereuses, comme celui de l'extrême gauche qui puise les siennes dans l'anticapitalisme et le conflit israélo-palestinien. On doit dénoncer le retour de la violence du Rassemblement national qui a encouragé les émeutes des Gilets jaunes, la violence des Insoumis qui approuvent le saccage de nos centres-villes à chaque conflit social. En 1965, André Malraux, qui soutenait la candidature présidentielle du général de Gaulle, a eu les mots suivants. « Tout ne va pas bien, loin de là. Et il ne s'agit pas de savoir si les choses continueront ainsi. Il s'agit de savoir comment elles changeront. Il s'agit de l'avenir. » Et c'est exactement de cela, mesdames et messieurs, mes chers collègues, dont il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de l'avenir de notre pays, et de ne pas faire tomber la France dans le chaos de l'extrémisme. Dans ce contexte, mes chers collègues, je crois que les élus locaux ont 2 responsabilités. La première, c'est de montrer que nos collectivités fonctionnent. Il faut le dire. Tout fout le camp au plan national ? Peut-être. Mais dans nos communes et dans nos départements, les services publics sont rendus. Les débats sont encore respectueux. Les engagements sont tenus. À cet égard, la décentralisation peut être une réponse à la crise qui secoue la France. Loin de Paris, on se parle et on agit encore au plan local. Notre deuxième responsabilité, c'est de parler aux électeurs comme aux candidats, sans donner de leçons. Je crois que nous pouvons, chacun selon nos convictions, inciter nos concitoyens à bien lire les programmes pour qu'ils votent en conscience. Nous pouvons leur faire voir le chaos qui résulterait de l'application du programme du RN ou de celui des Insoumis.
Nous pouvons demander des assurances aux candidats que nous soutiendrons aux législatives sur les choix qu'ils feront s'ils sont élus, pour éviter la propagation du chaos et le blocage de la France. Nous pouvons faire prévaloir la modération et l'équilibre qui ont toujours caractérisé l'esprit breton. À l'origine de la vague populiste, chacun voit bien qu'il y a un sentiment d'exaspération, un désespoir face à l'impuissance publique. L'inflation délirante, la disparition des médecins dans les zones rurales, les services publics qui ne répondent pas assez vite, les crises que traversent certains secteurs de notre économie comme la pêche ou l'agriculture, voilà un carburant du vote extrême. Voilà aussi comment nous pouvons répondre à la crise, sans aller chercher plus loin que nos politiques départementales. Nous pouvons faire la démonstration qu'il n'est pas nécessaire de voter aux extrêmes et de tout casser pour que les choses changent. Voilà, mes chers collègues, le lien que je fais entre le contexte que nous traversons et l'ordre du jour de cette séance, qui vise à faire le bilan de 3 ans d'action et à valider nos perspectives de travail pour les 12 prochains mois. J'ai beaucoup parlé depuis 12 mois de stabilité et de confiance. Stabilité, parce que le service public départemental continue à être rendu, en dépit des tempêtes, en dépit des crises. Stabilité, parce que nos partenaires, qu'il s'agisse des structures médico-sociales, des associations dans tous les domaines, des communes, doivent pouvoir compter sur nous, quelles que soient nos propres difficultés. Confiance, parce que les promesses sont mises en œuvre, parce que les engagements sont tenus. Et c'est ce que mes collègues exposeront au travers des 5 rapports bilan et perspectives qui rythment chaque année l'action départementale, en commençant, mes chers collègues, par le champ social, où le département se mobilise massivement. Nous avons engagé dès 2021 des plans d'action dans le champ du handicap, avec le pacte de Plémin, dans le champ de l'enfance, avec les 10 engagements de Plougastel, le plan MNA, le plan assistants familiaux, dans le champ des personnes âgées, avec le plan Bien vieillir de Quimper, et dans le champ de l'insertion, avec le plan RSA. En 3 ans, ces plans ont considérablement fait bouger les lignes. Pour répondre aux besoins des personnes handicapées, nous avons réduit les délais de traitement des dossiers à la MDPH à moins de 3 mois, engagé l'ouverture de 700 nouvelles places d'accueil, renforcé l'aide aux aidants. Pour mieux prendre soin des personnes âgées, nous avons considérablement augmenté le financement des services d'aide à domicile, développé l'habitat intermédiaire, trouvé des millions d'euros pour les EHPAD. Pour prendre à bras-le-corps la crise de la politique de l'enfance, nous avons augmenté le nombre d'assistants familiaux qui se réduisait depuis 2011, engagé la construction de villages de fratrie, accru notre budget de près de 40% en 3 ans. Pour trouver des emplois aux allocataires RSA, nous déployons des centaines de solutions d'accompagnement renforcées. Nous orientons les allocataires vers les métiers en tension. Nous renforçons les actions qui concourent à la mobilité. En 2 ans, le nombre d'allocataires a diminué de près de 2000. Ces gigantesques moyens supplémentaires dans le champ social, qui se comptent par dizaines de millions d'euros, s'accompagnent aussi, mes chers collègues, d'une nouvelle méthode, fondée sur 3 piliers. D'abord, le choix de priorités clairement désignées pour éviter la dispersion. Ensuite, l'association de nos partenaires à l'élaboration et au suivi des plans. Enfin, l'établissement d'objectifs et l'évaluation des résultats obtenus, indispensables pour améliorer l'efficacité du service public. Au-delà du champ social, la stabilité et la confiance se manifestent aussi par notre soutien très fort dans le champ de la culture, du sport ou de l'éducation. Nous enrichissons l'offre culturelle du département. Après le succès croissant de Noël à Trévarez, nous lançons cet été les Nuits de Kerjan, qui ont vocation à devenir un rendez-vous culturel important pour le Finistère. Nous avons engagé la candidature des enclos paroissiaux à l'UNESCO, qui a franchi une étape importante. Nous développons l'offre de nos musées. Malgré nos difficultés budgétaires, nous avons dit à nos partenaires que le budget culturel serait maintenu. La confiance passe par une identité apaisée. Le département est ainsi un défenseur de la langue bretonne. Nous avons augmenté le nombre de classes d'initiation au breton. Nous financerons les 3 projets immobiliers portés par Diwan. Nous maintenons un soutien élevé au cercle et au bagadou. La stabilité, c'est aussi continuer à soutenir le mouvement sportif pour qu'il ne fasse pas les frais de nos difficultés budgétaires. Nous nous engageons pour la construction de dizaines d'équipements sportifs dans tout le territoire et à Brest,
pour faire aboutir le projet de grand stade. Nous nous engageons pour financer les clubs qui forment l'élite, les grands événements sportifs, comme le passage de la flamme, la course des ultimes ou le Vendée Globe, les fêtes maritimes. Nous soutenons 1400 clubs qui jouent un rôle clé dans la pratique sportive et l'animation du territoire au travers de notre aide directe de 5 € par licencié, dont la simplicité est célébrée par tous. Je mentionnerai enfin, mes chers collègues, notre action dans le champ de l'éducation, qui passe par un vaste plan d'investissement sur la période 2022-2028 pour moderniser et réduire l'empreinte carbone de nos collèges, mais aussi pour déployer de nouvelles actions éducatives à grande échelle, qu'il s'agisse du prix littéraire des collégiens pour les 5e, de l'éducation aux océans pour les 4e, ou de la découverte du tissu agricole pour les 3e. La stabilité et la confiance, mes chers collègues, passent par la préservation de notre cadre de vie. En matière d'environnement, nous agissons à travers le plan 500 000 arbres, le plan de réhabilitation des zones humides, la restauration des monts d'arrêt, la rénovation énergétique de nos bâtiments et de nos logements, le plan vélo, le plan covoiturage, le plan Finistère eau potable qui connaîtra dans les 12 mois qui viennent une accélération notable, mais aussi la dynamique lancée après la tempête Ciarán pour rouvrir nos chemins de randonnée, réparer nos forêts, revenir à la normale. La confiance, c'est de voir le département se battre face à la crise du logement, et ça n'est pas facile. Après avoir demandé à Finistère Habitat de doubler son effort de construction, je vous annonce que près de 1000 logements sont en ce moment en cours de construction, à destination des plus précaires comme des classes moyennes. Je vous indique que nous sommes en train de rénover ou de reconstruire les derniers logements classés G et qu'il ne reste plus que 150 logements classés F. La stabilité et la confiance pour les maires et leurs équipes municipales, c'est de voir que les promesses du pacte Finistère 2030 sont tenues. Des crédits d'investissement en hausse de 25%, un système parmi les plus simples de France, la transparence sur les subventions, l'équilibre entre les territoires. 300 nouveaux projets communaux viennent d'être financés en 2024, plus de 1200 projets depuis le début du mandat. La confiance, c'est d'être là où les Finistériens nous attendent, dans le champ de la santé notamment, et je pense à nos actions pour rouvrir les urgences de Carhaix. Je pense aux 30 maisons de santé que nous avons financées depuis le début du mandat. Je pense au plan santé qui sera présenté à l'automne pour accentuer notre lutte contre les déserts médicaux. Vous savez enfin, mes chers collègues, que le département est un acteur majeur de la vie économique, qui l'accompagne par 4 leviers. Le soutien au secteur clé de notre économie, le développement du numérique, le développement des routes départementales et le développement sur notre territoire des grandes infrastructures et des établissements d'enseignement supérieur dans le cadre du contrat de plan État-région. Sans parler bien sûr de notre effort d'investissement, qui est une manière de soutenir l'économie locale. Dans ce domaine, qui est celui de l'économie, je me contenterai de dire que le département peut nourrir la stabilité et la confiance en continuant de soutenir, comme il le fait, les agriculteurs et les pêcheurs, pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls pour affronter des montagnes de technocratie, qu'ils ne sont pas seuls face à des minorités agissantes qui veulent les voir disparaître, qu'ils sont soutenus par leurs élus locaux au-delà de nos différences politiques, qu'ils sont soutenus par leur département, qui a augmenté de 50% la dotation aux jeunes agriculteurs, qui boucle le tour de table de l'abattoir du Fou, qui modernise les criers du Guilvinec, d'Audierne et de Loctudy, et qui ira se battre en 2024 au Conseil d'État pour limiter les dégâts provoqués par l'interdiction de pêcher en golfe de Gascogne. Mes collègues auront l'occasion de revenir sur chacun de ces thèmes, de mettre en perspective les 3 dernières années en disant le sens de notre action dans chaque domaine, ce que nous avons fait depuis juillet 2021, ce que nous voulons engager dans les 12 prochains mois. Cette action, elle continuera à se déployer dans un contexte budgétaire qui sera très difficile. En effet, si les finances départementales connaissent des cycles, la crise que nous connaissons actuellement est sans précédent. Elle trouve son origine dans le transfert entre 2021 et 2023 de dépenses obligatoires au département pour des montants considérables, en particulier les augmentations de salaires dites du Ségur dans le champ médico-social et social. Transfert de dépenses obligatoires au moment où nos recettes fiscales étaient au plus haut. La chute
des droits de mutation, prive les départements de dizaines de millions d'euros de ressources, tandis que les dépenses obligatoires du Ségur restent, créant un écart structurel entre les recettes et les dépenses. Les perspectives financières présentées en décembre 2023 ont confirmé l'ampleur du risque auquel le département était exposé. Le Finistère, comme tous les départements de France, pourrait en effet se trouver dans quelques mois dans l'incapacité d'équilibrer sa section de fonctionnement. Dans ce contexte, qui s'est considérablement aggravé depuis le vote de notre budget primitif, le département, mes chers collègues, ne souhaite pas renoncer à agir. Il est exclu de revenir sur les plans d'action qui structurent nos politiques départementales. Les engagements pris devront être tenus. Il est exclu d'engager une politique de rabot uniforme, consistant à réduire toutes les dépenses de 5 ou de 10% sans distinction. Il est exclu de mettre un terme au dialogue social engagé depuis 2021 qui vise à améliorer les conditions de travail et de rémunération des agents. Nous réagirons à cette crise, mes chers collègues, et nous avons construit cette décision budgétaire modificative, d'abord en accroissant nos recettes, et en particulier en accélérant la recherche de financement extérieur, public et privé, qui reste très faible en comparaison avec d'autres départements. En renforçant nos efforts de contrôle de gestion sur notre fonctionnement courant, ainsi que les réorganisations internes, quand elles permettent de faire mieux avec moins. En renforçant l'évaluation de nos politiques publiques et de l'efficacité des subventions octroyées, tout en cherchant à les préserver au maximum quand il s'agit d'opérateurs extérieurs, pour les préserver de nos difficultés. Confiance et stabilité. Nous visons ainsi, et Lady Lehir y reviendra, une exécution budgétaire en lien avec l'inflation. Voilà, mes chers collègues, l'essentiel de notre action. Nos concitoyens qui se tournent vers les extrêmes pensent que les hommes politiques ne sont pas là pour eux, qu'ils ne les entendent pas, qu'ils ne servent à rien. Notre politique au département vise exactement le contraire. Nous agissons. Les engagements pris par les hommes et les femmes politiques qui composent notre Assemblée montrent le chemin. Puis les engagements sont tenus. Quand les résultats sont là, on accélère. Quand ils ne sont pas là, on corrige. Dans cette période de crise, je crois plus que jamais au service public, à l'exemplarité des politiques publiques, à la nécessité du dialogue entre les élus qui représentent le peuple et qui doivent être dignes de la confiance qui leur a été faite. Je vous remercie.